Solar. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'AfriTalks. C'est Antoine. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christian Evans, un Camerounais. Tu as bien prononcé. Voilà. Qui est pilote professionnel de course. Un sacré métier, un rêve de beaucoup de gens. Effectivement. Bonjour Christian. Bonjour, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi. Alors Christian, dis-moi, oui. Comment on fait pour passer d'un petit village du Cameroun au circuit de course de France et de Navarre? Comment on fait? Je pense qu'il y a un peu de karma aussi, si tu vois ce que je veux dire. Explique-moi. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Hein. C'est la capitale du Cameroun, du moins un petit peu à côté, dans une ville qui s'appelle Oyomaban. D'accord. Et petite enfance d'un petit enfant du village, quoi, classique. Et j'ai été passionné de voitures, mais vraiment passionné dans le sens où je connaissais les marques des voitures. Dans ton village, là-bas? Dans mon village. En fait, on avait une épicerie au marché, on avait une épicerie et la rue centrale passait devant. Donc, il y avait tous les taxis, il y avait des voitures de ministres, il y avait plein de voitures qui passaient devant. Donc, moi, je m'amusais à chaque fois à courir pour regarder les marques des voitures et tout et les mémoriser. Donc, j'ai commencé à retenir comme ça. Je me souviens un truc qu'on a dû dire à tout le monde, c'est fais d'abord... tes études? Non, aie d'abord des bonnes notes à l'école. Fais d'abord tes devoirs avant de mémoriser ça. Tu pourras te payer la voiture que tu veux plus tard. Ça, c'est sûr. Donc j'étais omnibulé par ça pendant que tout le monde était sur le foot, clairement. Donc, sa passion, elle est née comme ça. La passion, elle est née comme ça. Pur hasard. Je pense pas que ce soit le hasard, parce que j'avais essayé le foot avant, je jouais au foot, mais j'étais pas plus passionné que ça. Et le déclic est arrivé en fait un jour où je passais devant une épicerie et j'ai vu la course de Senna et Prost, une Formule 1. C'était la première fois que je voyais des Formule 1 à la télé. Tu sais, souvent sur des épiceries, il y a des télés. Ouais, souvent, pour tout le monde. Pour tout le monde. On s'agglutine devant quand il y a un match, notamment. Et je suis tombé dessus, je voyais les deux Formule 1 qui faisaient des étincelles et tout. Et du coup, ça m'a... pour moi, c'était ça. Et là, à ce moment-là, j'ai appris qu'il y avait de la course auto. D'accord. Donc, du coup, là, tu étais clairement dans un environnement où ça ne se faisait pas. Où ça ne se faisait Juste pas. à travers la télé, tu as pu voir ta passion naître pour le sport automobile. C'est ça. Au début, je ne pensais pas que je pouvais faire de la course, en fait, parce que mon père était en France, mais je ne l'avais jamais rencontré. Donc, moi, je ne le savais pas. J'ai grandi avec ma mère et du coup, mon père est venu me voir à l'âge de 12 ans. D'accord. Et après, il a proposé à ma mère que je vienne en France pour le regroupement familial et faire mes études. D'accord. Et donc, dans ma tête, c'était « Ah ouais, si je viens en Europe, c'est ça. » pour courir, quoi. Ouais, ma mère, elle m'a dit « Non, tu y vas, tu fais tes études et si l'opportunité se présente, tu fais ça. » Et il s'avère que je suis arrivé dans une ville des Hauts-de-Seine, la ville de Châtenay-Malabry, au moment où il y avait on essayait de faire émerger ce qu'on appelle les talents des cités. Je ne sais pas si c'était un projet à l'époque de Charles Pasqua. Donc le programme de talents des cités, en fait, il fallait monter un rallycross et avec un moteur de 2 chevaux et il fallait faire des courses avec. D'accord. Donc c'est un championnat régional. D'accord. Et moi, au début, j'ai réussi ce concours de 200 personnes. Il y avait 4 pilotes, 15 mécaniciens. Moi, j'étais mécanicien parce que j'avais jamais conduit. Hein. Jamais. Et en fait, vu que j'étais très assidu, qu'après les cours, j'étais là pour venir bricoler, etc. Et il y a un pote, je le salue d'ailleurs, salut Bara. Il se reconnaîtra. Il s'était pété la jambe en faisant de la motocross en fait dans la cité. Et donc on m'a dit Christian, vu que tu es assidu et tout, on va te donner ta chance. Tu vas pouvoir remplacer Bara et conduire. Et j'ai fait 3e sur le podium. Super. Mais c'était une cata complète. Pour quelqu'un qui n'avait jamais conduit, partant 17e, etc. J'étais, je me souviens, dans une voiture de course, quand on monte, en fait, on doit clipser le volant. Moi, je n'avais pas bien clipsé le volant. Et au départ, en fait, quand j'ai pris le départ, le volant, je me suis retrouvé avec le volant sur moi. Une voiture qui roule sans volant. Sans volant. Et j'ai tout appris. J'ai eu le temps de freiner, hein, je ne me suis pas planté, mais j'ai eu le temps de
j'ai gardé mon sang-froid, j'ai remis le volant, je suis reparti, j'ai remonté, etc. J'ai fait mon premier podium. Ensuite, on m'a laissé faire toute la saison et j'ai fait vice-champion régional, quoi. Et comment on se sent à ce moment-là, pour quelqu'un qui n'a jamais couru? Le plus beau jour de ma vie. Voilà, pour le coup. Le plus beau jour de ma vie, vraiment. Parce que pour moi, c'était une opportunité de montrer que j'étais capable. C'était mon truc, mais avec l'inconvénient de ne pas avoir d'expérience. Parce qu'il faut savoir que le cursus, en général, pour faire du sport auto, on dit qu'il faut commencer par le karting, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, faire le cursus du karting, avoir un papa qui a les moyens pour te financer ça, parce que le karting, c'est à peu près entre 30 et 50 000 euros par an quand tu commences. Et quand tu commences à toucher à des kartings de compétition de temps, en moyenne, en course, c'est à peu près entre 60 et 100 000 euros par an. Avec les déplacements, tout, il faut avoir les moyens. Ouais. Et quand tu arrives sur des petites Formule 1, des monoplaces, on va y venir, c'est 200 000 euros par an. Sachant que tu fais en moyenne 4 saisons et que les 2 premières coûtent 200 000 et à chaque fois ça double. Ça passe à 400, à 800, à 1 million. Et c'est pas donné. C'est pas donné. Parce que contrairement au foot, tu vas payer une prestation dans une écurie de course où l'écurie de course a des mécaniciens, des ingénieurs et tu payes une prestation, ils te mettent une voiture à disposition, il y a de l'essence à mettre et une usure des pneus et si tu casses, ça coûte cher, etc., etc. Les hôtels, les déplacements, des fois les avions quand c'est des championnats européens. Au final, c'est un sport de riches quand même, hein. Un peu, non? C'est un sport de ceux qui ont les moyens de riches, oui. C'est un sport élitiste. Pour le coup. C'est un sport élitiste. Mais à partir de ce moment, comment s'est construite ta carrière? À partir de cette première victoire que tu as eue à Châtenay, comment s'est déroulée la suite? C'est un peu bizarre ce truc d'ailleurs qui m'est arrivé après, dans le sens où j'étais un peu un exemple pour la ville, d'accord. J'étais utilisé beaucoup pour le conseil général et tout, pour dire, vous voyez, les jeunes de cité, blablabla, blablabla, comme d'hab, hein, la petite chansonnette. Je suis parti faire un concours à l'Autosport Academy au Mans, ça s'appelait la filière FFSA. C'est l'école où tous les pilotes qui sont en Europe vont faire, 99% des pilotes vont faire cette école pour aller vers le cursus de la F1. D'accord ? Moi, il fallait faire ce concours, c'était sur une journée, conduire une voiture de course, une vraie, cette fois-ci, je me souviens à l'époque, du moins une vraie, c'était une Nissan Micra préparée, avec Arceau, etc., avec un coach à côté qui te notait. Donc j'ai fait cette journée pédagogique et de test que j'ai réussi. Et on m'a dit à la fin, c'est très bien et tout. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est pas mal. Les notes ça va, il y a du talent. Il y a du talent, il y a du potentiel. Est-ce que tu as 56 212 € TTC ? Et là, c'était la chute. C'est la douche froide. Là. C'est la douche froide. Comment tu t'y es pris ? J'avais déjà payé je ne sais plus combien pour passer cette journée-là. Ensuite, j'ai commencé à essayer de démarcher des gens, des associations africaines. J'ai une double page dans France Dimanche. Le titre, d'ailleurs, m'avait fait sourire un peu jaune parce que c'était marqué du cambouis aux portes de la F1. Pour ceux qui vont sur mes réseaux, ils peuvent retrouver ça. C'est un beau titre. Un beau titre, en plus, à côté de fauteuils de personnes âgées. En pub, à côté, c'était un peu bizarre. Pour le coup. Et donc, j'ai été rencontrer une association à l'époque qui s'appelle Africagora. Et puis au final, elle était hyper motivée. Le patron était hyper motivé pour me suivre. Il est venu avec moi jusqu'au Mans pour voir les patrons et tout. Et au moment de signer le bon qu'il avait validé avant, j'ai plus de nouvelles. Donc voilà, je me suis retrouvé sur le carreau. Donc j'ai essayé de faire autrement. Donc du coup, tu as arrêté cette opportunité, entre guillemets. Donc, c'est ça, j'ai raté cette opportunité. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Ouais. Ça revient à l'élitisme de ce sport. En fait. Ce qui se passe aussi, il faut savoir, c'est que comme dans tous les métiers en Europe, on met des gens dans des étiquettes. C'est comme par exemple un chanteur ne peut pas d'un coup dire voilà, je suis chanteur et maintenant, je sais pas, je vais devenir acteur. On va dire non, t'es chanteur, t'es pas acteur. Ouais. Tu vois, moi, dans mon cas, il n'y a pas de pilote noir. Je suis considéré encore comme le premier pilote automobile noir. Parce que... Pourtant, on connaît Lewis. Lewis, son père est de la Barbade, comme Rihanna. Okay. Sa mère est anglaise. Lewis est né en Angleterre. D'accord. Tu vois, moi, je suis né en Afrique. Je suis né au Cameroun. Je suis en France depuis 97. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, pour le coup. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, tu vois. Même s'il est métis, c'est pas la même chose. Ouais. Tu vois. Donc, pour les gens, et puis Lewis, il a eu la chance d'avoir Ron Dennis, le patron de Mercedes,
Il a aidé. Il a été le voir à l'âge de 8 ans en disant « Moi, je serai pilote Mercedes ». Et ça a séduit le patron de McLaren, Ron Dennis. Et il a financé toute la carrière de Lewis en karting jusqu'à c'est un produit 100% Mercedes. Il a fait ses écoles. Ils ont investi. Ils ont investi, voilà. Donc, voilà, comme Sébastien Loeb, à l'époque, c'est un investisseur de son village qui avait investi pendant les 3/4 de sa carrière jusqu'à ce qu'il soit pilote. On voit clairement alors que dans ce type de sport, s'il n'y a pas une personne qui croit en ton potentiel et qui met les moyens, tu ne peux pas trop émerger. C'est exactement ça. Et comment tu t'y es pris alors pour contourner toute cette heureusement que j'ai certaines barrières. Personnes qui croient en moi qui m'autofinancent par moment. J'avais eu des voitures de collection que j'ai restaurées ou des voitures que j'ai préparées et je les ai vendues. Aujourd'hui, je regrette, vu le prix que ça vaut. Notamment, j'ai eu pour ceux qui ont vu à l'époque, j'avais fait plusieurs couvertures avec, de GTI Mag et autres. Une Honda NSX, c'était la voiture de Ayrton Senna. Je m'étais dit que je l'aurais un jour. Et tu l'as eu ? Et je l'ai eu et je l'ai restaurée. Parce que j'avais préparé une BMW M3 à l'époque et j'avais rencontré un monsieur qui avait une Porsche et en fait sur la route, faut pas le dire, mais j'avais mis sa misère avec et il avait dit c'est impossible qu'une Porsche me batte et il m'a proposé de l'échanger contre sa NSX et j'ai pas hésité quoi. Et je me rendais pas compte de ce que j'avais entre les mains tout de suite parce que moi j'ai jamais eu de jeux vidéo de PlayStation et autres. Et quand je suis allé au rassemblement de voitures un vendredi soir à Vincennes avec, tous les potes étaient fous. Ils m'ont dit non, t'as une NSX, c'est la voiture c'est la voiture d'Ayrton Senna. Et là je me suis rendu compte de ce que j'avais entre les mains. Donc je l'ai restauré, je l'ai eu quelques années et en fait quand j'ai été en championnat d'Europe de proto Peugeot, il me manquait des sponsors donc je l'ai vendu pour financer ma carrière. Donc toute ta carrière a été financée par moi, le travail, l'autofinance, quelques personnes à côté qui aident, qui donnent des chèques, qui donnent des chèques, qui disent allez vas-y. Le fait que je passe des concours et que je ne suis pas pris, j'ai passé un concours à l'époque pour la chaîne Motors TV et que j'ai gagné, ils ont estimé qu'il n'y avait pas que le facteur de performance qu'ils prenaient en compte, c'était pour gagner la finale du Trophée Andros au Stade de France. Et ils ont estimé que je ne pouvais pas gérer le stress de 50 000 spectateurs au Stade de France. Donc, sur quel critère en fait le fin mot de l'histoire, j'ai appris il y a 4-5 ans, c'était que le jury voulait une des personnes du jury voulait remercier son ingénieur. Donc il l'a fait gagner. Et ce qui était vrai, parce qu'au final, c'était un ingénieur et pas un pilote. Il a fait une ligne droite au Stade de France, parce que la finale du Trophée Andros, la course sur glace, c'est souvent au Stade de France. Il arrivait au premier virage, il explosait le buggy. Donc, tu vois, buggy, c'est quoi ? C'est le rallycross, c'est la voiture de course. La voiture de le pour cross-car. Nous écoutez tout. Et donc voilà. Et comme quoi, en fait, quand tu fais un sport qui est dépendant des autres, qui demande des moyens, que ce soit un sport ou autre, si tu t'as pas des gens qui te financent ou si t'es pas entouré, ça marche pas. Moi encore aujourd'hui, tu vois, je suis encore en train de travailler dur, encore tout seul dans mon coin pour essayer d'évoluer. Là, je me suis expatrié quand j'ai commencé à haut niveau. Quand j'ai raté le concours de Motors TV, c'est un monsieur qui était passionné d'automobile qui il m'avait vu pleurer à la télé. Il s'appelle Laurent Clairon. Il avait un circuit à Loyac en Bretagne. Et il m'a proposé de venir essayer un nouveau proto de course qui allait faire un championnat de France en 2006, qui s'appelait Touring Cup. Donc je suis venu à Loyac essayer le proto. Il a dit, attends, le mec, il n'a jamais conduit de voiture de course et ça se passe comme ça et tout. Donc ils m'ont offert le championnat, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à haut niveau. Tu vois, donc ensuite, l'année d'après, j'ai eu des gens qui m'ont un peu financé. Je suis parti en championnat d'Europe proto Peugeot. Donc là, ça s'est plutôt très très bien passé aussi. J'étais toujours dans les 10 premiers, mais dans une écurie de merde, ça faut le dire. Parce que la voiture, on dirait une épave quand je roulais avec. D'ailleurs, je me souviens que l'écurie, le team me faisait rouler sans barre anti-roulis. C'est ce qui rend la voiture plus performante en virage. Ça la rend plus rigide en fait. Ensuite, je suis parti en Allemagne faire un championnat d'Allemagne. Mais pourquoi en fait t'attribuais des voitures de... Parce que je suis pas pris au sérieux. Tu vois ce qui se passe en ce moment. On n'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux. Mais parlons de sérieux. Oui. Tu me disais tout à l'heure que tu es considéré comme le seul pilote noir, en fait. Oui. Est-ce que tu t'es déjà rapproché de compagnies africaines ? Elles s'en foutent. J'ai tout fait. Toutes les compagnies africaines, je les ai démarchées. Toutes. Aucune. Toutes. Même des fondations Dangote, ce que tu veux, Bolloré, tout ce que tu veux. Et pourtant, l'Afrique mériterait vraiment d'avoir une représentation au niveau de ce sport, en fait. Je te donne un exemple. C'est quand même une aberration qu'on n'ait pas un pilote, en l'occurrence toi, donc pour nous représenter, entre guillemets, sur ces circuits. C'est une bonne pub. Donc Je donne toujours des exemples concrets parce qu'on me les envoie.
Il y a des pilotes japonais ou français qui font des pubs de voitures sur des grands panneaux en Afrique. Souvent, les gens me les envoient sur les réseaux sociaux en disant « Regarde, si toi, l'enfant du pays, t'étais là en photo sur cette voiture, on aurait plus confiance en l'acheter. » Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Il y a souvent en ce moment, on a Didier Drogba qui fait la sensibilisation pour les accidents en Afrique. D'accord. La FIA ne m'a pas appelé. Non. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, j'ai rencontré Jean Todt, le patron de la FIA. Je lui ai dit que j'étais là à Spa sur une course d'endurance. Je lui ai dit que j'étais là et que je voulais participer à ça parce que je donne aussi des conférences de prévention sécurité routière à côté. Je suis aussi expert de prévention de sécurité routière. Donc, je donne des conférences. Donc, je coach des gens, je forme des gens, que ce soit pour de la course ou pour du loisir. Ou pour du loisir ou pour de la conduite écologique. Tu vois, pour conduire en mode éco, comme on dit. Donc, justement, un petit point sur ça, en fait. Oui. Conduite écologique. Oui. Qu'est-ce que ça représente, en fait, tout simplement? Pour caricaturer, quand on a une conduite éco, on a une conduite anticipative. Ça veut dire qu'on n'est pas agressif du tout, on anticipe ce qui va se passer au loin. Ça veut dire que ton feu, je te donne un exemple, tu vois que le feu est rouge au loin, tu laisses ta voiture couler doucement jusqu'au feu. Tu vois, ton feu passe au vert, tu accélères, tu passes tes vitesses tout de suite à un régime approprié à la voiture. Tu vois, pour les diesels, en général, c'est en dessous de 2000 tours et pour les essences, c'est à peu près 2500. Tu es toujours sur le rapport le plus haut que la voiture accepte. Tu laisses pas chauffer ta voiture le matin en buvant ton café. Des choses comme ça, tu fais tes révisions en temps et en heure, tes pressions de pneus tous les mois, toutes les semaines. Cumuler toutes ces choses-là quand on forme les gens, en général, on baisse les émissions, tu vois. Ouais, c'est bon pour l'environnement. C'est ça. Tu vois, moi, des fois qui roule en 4x4, je me fais insulter. Pourtant, mon 4x4 consomme moins qu'un Scénic 7 places. Parce que tu l'as conduit écologiquement. Parce que je conduis écologiquement, je fais les révisions en temps et en heure, je mets des pneus qui ont été développés par le constructeur, je fais des pressions pneumatiques écologiques, tu vois, et je fais mes révisions tout le temps, voilà. Et donc, du coup, j'ai un 4x4, mais je suis à 8-9 litres, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, si je t'entends bien, c'est qu'on peut rouler en 4x4 ou en Porsche Cayenne sans pour autant polluer plus que la personne qui roule en petite voiture ou en... C'est de la bêtise. D'ailleurs, on voit un rapport aujourd'hui qui a été émis il y a 2 mois. Les nouveaux moteurs essence qu'on met sur toutes les petites voitures consomment 350 fois plus que les voitures anciennes. Il faut savoir que quand on a un gros moteur, on n'a pas besoin d'accélérer. Souvent. On est souvent dans le bas régime moteur, dans le couple, ce qu'on appelle la force du moteur. Et la voiture, elle roule toute seule. Quand on a une petite voiture avec un moteur de Smart, par exemple, ou un 1 litre, on est souvent en train de tirer dedans pour avancer. Je te prends par exemple, moi j'ai une Smart. Je fais du 7 à 10 litres avec en ville. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu vois ce que je veux dire? Je mets 40 € dedans, je fais 300 km. Ouais, c'est pas normal. C'est la ruine. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tu peux rouler en essence avec un Porsche Cayenne, comme tu disais, essence avec du bioéthanol dedans. C'est de l'essence de betterave. Tu vois? Donc c'est... Tout ça est chacun relatif, doit gérer son utilisation. Aujourd'hui, en fait, on estime que vu qu'on est en France, on aime bien juger les uns et les autres. On va dire, tu vois, lui, il roule en 4x4, c'est un pollueur, mais t'en sais rien. Ça se trouve, il travaille avec son véhicule. Ça se trouve, il a besoin de charger. Ça se trouve, moi, je vais beaucoup en Allemagne, il y a beaucoup de neige, les routes sont défoncées. J'ai besoin d'avoir une grosse voiture. Je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Donc, j'ai besoin d'être chargé. Je pars des fois pour 2-3 mois. J'emmène toute ma vie, des équipements, mes équipements de pilote et autres, tu vois. Je vais en profiter alors, puisque tu connais le sujet. Mais que penses-tu des véhicules électrique en général? C'est drôle parce que j'ai répondu déjà à cette question hier. Comme je disais, les batteries, on ne sait pas les recycler aujourd'hui. D'accord. On est obligé de les incinérer dans des pays en voie de développement et c'est en train de nous tuer nos terres. D'accord. Je dis souvent qu'il y a 2 choses. Une transition qu'on peut faire en ce moment, c'est le bioéthanol, comme je disais, c'est de l'essence de betterave. D'accord. Ça consomme 30% plus dans une voiture, mais ça rejette 80% en moyenne moins de polluants. D'accord? On fait rouler les voitures essence au bioéthanol. On voit les bus dans Paris maintenant qui sont en moitié hybrides, mais ils sont encore hybrides et diesel. On pourrait les faire hybrides essence bioéthanol. Ensuite, la transition d'après, ça doit être l'hydrogène, parce que ça rejette de la vapeur d'eau. Mais le problème de l'hydrogène, on roule déjà dans des pays scandinaves avec de l'hydrogène. L'hydrogène, en fait, est encore dangereux à stocker. C'est explosif. Donc, on ne maîtrise pas encore en Europe. On ne s'est pas penché dessus encore pour l'instant. Donc, on ne peut pas
on peut pas taper sur le doigt des gens avec qui on a donné le biberon diesel pendant 50 ans, 100 ans, et du jour au lendemain dire vous êtes des pollueurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça coûte ce que ça coûte aussi. Ça coûte ce que ça coûte. Ouais. Quand on prend par exemple des voitures, je regardais des archives hier, et à l'époque, certaines voitures émettaient en moyenne 408 microgrammes de CO2 par kilomètre. C'était énorme. Aujourd'hui, on est en moyenne entre 100, 150. Un 4x4 fait 120, 150, 100, s'il fait 183, c'est beaucoup, tu vois. Et aujourd'hui, on a vraiment baissé les normes Euro. On est en norme Euro 7 bientôt. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment très contrôlé. Mais il ne faut pas oublier que c'est une bêtise de réduire la cylindrée des moteurs. C'est une grosse bêtise. Parce que la solution, on devrait mettre des voitures hybrides essence au bioéthanol rechargeable, en attendant de trouver la bonne transition de l'hydrogène et de peut-être une autre énergie. Oui, une autre énergie, une autre technologie, tu vois. On pourrait, parce que imagine si, comme les téléphones portables, les voitures, ça consomme plus. Si on est plus de 50% de la population demain à rentrer le soir et brancher nos voitures, qu'est-ce qui va se passer? On va consommer beaucoup. Qu'est-ce qui va produire? Le nucléaire. On va consommer beaucoup. Oui, mais qu'est-ce qui va produire l'énergie? Le nucléaire. Voilà, faut le puiser alors. Voilà. Ouais. Et le nucléaire, ça vient d'où? Ça rejette quoi? Tu vois ce que je veux dire? De l'autre côté. Donc, on part dans un cheminement encore. Voilà. Aujourd'hui, je pense que il faut. Le gouvernement, en fait, ne fait pas appel aux vraies personnes, tu vois, comme nous. On fait appel des fois à des bureaucrates qui étudient des chiffres, des machins. Mais un pilote automobile, c'est d'abord un développeur de voiture. D'accord. C'est grâce à nous qu'il y a le régulateur. C'est grâce à nous qu'il y a le régulateur de vitesse. C'est grâce à nous qu'il y a l'ABS, l'ESP, les phares au xénon qui éclairent super fort. Pourquoi? C'est venu à la base aux 24 heures du Mans, parce que l'ACO, qui organise les 24 heures du Mans, avait dit il y a trop de voitures qui finissent les courses sans phare, voire des fois avec un phare. Donc on oblige vos phares à être allumés 24 heures sans péter. Donc il faut que j'en cite 3, Valeo, Bosch et je ne sais pas qui, Siemens, qui est fournisseur automobile, se sont penchés dessus, ont créé ce qu'on appelle le phare au xénon. À l'époque, c'était du gaz, maintenant qu'il y a dans l'ampoule, maintenant c'est de la LED. D'accord. C'est pour ça qu'on fait des beaux phares maintenant, super beaux. C'est joli. Voilà, ce qu'on appelle les LED Vision et tout. D'accord. Donc les phares maintenant, non seulement consommaient moins d'énergie, mais en plus de ça, et faisait en sorte que la voiture consomme moins. Il faut savoir que quand tu allumes tes phares, en moyenne sur une voiture classique, tu consommes 15%, entre 5 et 15% en plus. C'est comme la clim. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc tu allumes tes phares, la clim, ton téléphone que tu charges, tu as consommé 15% en plus, tu vois. C'est cool. Pour peu que tu aies une conduite un peu agressive, ta conso monte, tu vois. Ah bah, c'est cool. Merci pour ce petit... Je t'en prie. ce cours, c'est hyper cool. Pour faire une petite transition, en Afrique, il y a une industrie automobile qui est là-bas. Donc, on a beaucoup de voitures qu'on fait venir de France ou un peu partout, de l'étranger, des États-Unis, du Canada. Il faut qu'ils aient moins de 5 ans maintenant, je crois, dans la plupart des pays. Justement, c'était ça ma question. Oui. Est-ce que tu trouves ça pertinent de vouloir faire venir en Afrique des voitures qui ont moins de 5 ans, alors que le parc automobile qui y est regorge de voitures qui ont plus de 20 ans, 30 ans? Je veux dire, aujourd'hui, on voit bien qu'en Afrique, par an, du moins par mois, il y a en moyenne 1,6 milliardaires par semestre, pardon. Il faut revérifier les chiffres s'ils sont exacts. Ouais. On va revérifier. Il faut revérifier. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de milliardaires qui émergent à l'année. D'accord? Forcément, la mondialisation veut que quand tu as les moyens, tu as envie de te faire plaisir. Le 4x4 ou la Bentley que tu as rêvé de t'acheter, tu vas la faire exporter. Il faut savoir que le Nigeria, c'est le pays où il y a le plus de supercars, de voitures de sport au mètre carré. D'accord? Parce qu'eux, ils ont le pétrole, ils ont le diamant, tout ça. Et tu vois... De l'autre côté aussi, hein, même côté de Cap. Exactement, mais le Nigeria, tu vas péter un câble. Moi, j'ai été au Nigeria, j'ai pété un plomb. Il y a des voitures de sport partout, alors que les routes sont défoncées. Tu as des Lamborghini SVJ série limitée, tu as des Bentley Mansouri, je pète un plomb, tu vois. Je me dis, merde, on est où là? Tu vois les caisses, c'est trop bien. Tu vois les villas un peu à l'américaine, tu vois. Mais à côté, on a une population aussi qui souffre. Oui. Et des pères de famille qui ont des voitures qui sont quelque part des guimbards et qui ne peuvent pas se racheter ces nouvelles voitures. Il faut créer simplement une transition. Quand tu vois Tata,
Oui. en Inde, il fait des voitures à 1500 euros. Tu vois ? C'est accessible. C'est accessible à tout le monde. C'est 1500 euros pour ce qui nous écoute, c'est 1 million de francs CFA. C'est ça. Et ils font des prêts. Ça veut dire que tu peux la payer tous les mois. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire comment dire, un modèle éco. J'avais envoyé un rapport là-dessus à la présidence du Cameroun en 2012. Il faudrait, ce que je pensais, moi, c'était me proposer pour mener une enquête. En fait, il faudrait créer une aide écologique comme en Europe. Ça veut dire que, par exemple, les chauffeurs de taxi, comme ils en font au Maroc il y a quelques années, et à Londres, tu vois, on te fait un plan de financement. Un plan de financement et un don éco qui te permet de participer pour changer ton véhicule, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont besoin de voitures pour travailler, un peu comme on s'appuie sur le modèle économique européen. D'accord. Ou alors on achète des voitures, certaines voitures de modèles récents, si on n'a pas ça, ailleurs, et on les emmène chez nous. Mais on a assez de constructeurs de Tata, il y a plein de constructeurs, il y a des nouveaux constructeurs en Afrique qui émergent, qui ne sont pas très chers. Il faut le faire. Parce qu'on va se retrouver un peu comme en Chine, en Afrique, avec des taux de pollution qui sont déjà catastrophiques, comme tu le sais, dans certaines villes. Mais si personne ne se penche dessus... Mais il faut vraiment se pencher dessus, parce qu'en termes de pollution, en Afrique, on atteint des seuils qui sont pas... C'est une catastrophe. Tu vois, même les terres, voilà. C'est une catastrophe. Et en termes de santé aussi, après, c'est les populations qui en pâtissent. Oui, c'est une catastrophe. Voilà. Mais bon. Il faut... Quand on mettra, comme on dit en ce moment, le peuple, quand on demandera au peuple de donner des rapports, tu vois, non politisés. Non politisés, exactement, ça fera avancer les choses. Les gens qui sont en fait au pouvoir ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et au final, ça va partir en vrille. Tu vois, je ne veux pas rentrer dans un débat politique parce que je ne suis pas quelqu'un de politisé du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire appel à des gens qui vivent les choses pour donner... Qui ont une expertise. Qui ont une expertise pour donner la bonne expertise, tu vois. Moi, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, je suis encore en train de galérer, qu'on me ferme les portes partout pour réussir dans mon sport, tu vois. Ou qu'on ne me prenne pas au sérieux, ou qu'on me fasse des remarques de merde ou des remarques raciales. Que j'ai eu à plusieurs reprises, je me suis jamais plaint, tu vois. C'est carrément pas normal. Tu avances seul de ton côté et voilà, c'est toi et ta compétence. Voilà, c'est toi et ta compétence. Tu vois, un peu comme le modèle londonien, je dirais. On se demande souvent pourquoi les gens vont à Londres, parce qu'à Londres, tu arrives avec ton CV, on te fait tester et si t'es pas bon, merci, au revoir, quoi. T'as trop parlé, prends la porte. Si t'es bon, on te laisse travailler, tu vois. Donc aujourd'hui, on doit être sur un modèle un peu comme ça. Ça permettra déjà de calmer tout le monde et les gens qui ont vraiment des compétences de faire des choses, tu vois. Il faut qu'on se rende compte que la planète, elle va mal. Ouais, bon. Une petite question. Oui. Tout à l'heure, t'as parlé du Cameroun. Oui. Est-ce que tu as une vision du sport automobile au Cameroun? Comment on pourrait faire pour qu'il y ait des futurs chrétiens comme toi et que ça puisse être transposé dans d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, donc du coup qu'on puisse s'intéresser à ce sport, parce que faut dire qu'il y a un sport qui est roi en Afrique. T'es du Cameroun, le Cameroun c'est le foot, Sénégal pareil, Côte d'Ivoire pareil, et c'est un sport qui a un gros budget. À côté, les autres sports, ils sont sous-financés. Donc, ne parlons même pas du sport automobile dans tout ça. Alors, j'ai encore une fois proposé de créer un pôle au Cameroun sportif, tu vois, un peu un complexe où tu as un circuit, tu as une école de mécaniciens, une école de pilotage, une école de formation, un complexe sportif basé sur l'automobile, tu vois. J'ai pas eu de réponse, mais je pense que c'est le bon moyen. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, les constructeurs, il faut savoir qu'ils viennent beaucoup développer les voitures sur des circuits. Ils vont en Afrique du Sud, pourquoi ? Parce qu'il fait chaud, etc. et dans des pays chauds. Ils aiment bien ça pour le développement de leurs voitures où ils vont dans des pays froids. D'accord ? Ça pourrait être un bon modèle d'avoir un circuit international au Cameroun pour accueillir des constructeurs, des courses, tu vois, comme j'avais proposé, de faire une espèce de Monaco en ville au Cameroun et accueillir un championnat. Le seul pays où il y a une course qui passe, c'est l'Afrique du Sud et le Maroc, tu vois. Donc, tu vois bien que quand il y a du monde et des médias qui se penchent, un peu comme le modèle du foot sur un pays, ça fait connaître le pays.
autrement que pour ces difficultés. Oui, le sport est toujours ambassadeur, donc du coup, On est d'accord. faut en profiter, quoi. On est d'accord. C'est sûr. Je vois bien que pour faire de l'automobile, faut beaucoup de courage. Donc, qu'est-ce qui te drive, qu'est-ce qui te motive à avancer malgré toutes ces difficultés? Les bâtons. Il t'arrive pas un jour où tu te dis, je vais faire autre chose parce qu'au final, je me bats pour rien ou c'est... Si, ça m'arrive en ce moment, surtout en ce moment, depuis quelques mois, on va dire, parce que j'arrive dans un milieu vraiment où c'est le top du top. Verre et tout. Voilà, ça commence à être compliqué. Mais je me dis, en fait, est-ce que j'ai fait tout ça depuis toutes ces années pour rien? Est-ce que j'ai sacrifié ma famille qui est au Cameroun pour rien? Que j'ai pas revu? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu pèses le pour et le contre. Si tu t'es sacrifié autant de temps pour laisser tomber alors que tu es à 2 doigts d'y arriver, c'est pas la peine, tu vois. Ça manque de soutien, ça manque qu'on parle de moi, ça manque de médias, ça manque de machin. Et quand j'envoie des news, des autres, on ne me met jamais en avant, mais c'est pas grave, tu vois. Souvent, tu vois, dans ce pays, il faut que tu réussisses avant qu'on te reconnaisse. Il faut que tu partes à l'étranger et reviennes pour que tu sois reconnu, un peu à la Parker. Tu vois, c'est pour ça que je m'expatrie aux États-Unis pour faire de la NASCAR, notamment. Parce que je sais que si je vais là-bas et que ça se passe bien, on dira « Ah, c'est bien ». Et tu dois y aller quand? Avec le corona, en fait, j'y étais, je suis revenu en décembre. Et maintenant, on est obligé de travailler pour la fin d'année 2021. D'accord. Parce qu'il faut savoir que quand on a un passeport français, moi, je ne peux pas voyager. J'ai appris aujourd'hui que je pourrais voyager après juillet. Donc NASCAR, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement? Ce sont les grosses courses de voitures américaines qu'on voit tourner en rond pour caricaturer. Et ils ne tournent pas qu'en rond, mais les gens souvent se réfèrent à ça. Il y a des circuits routiers. Quand ça tourne en rond, on appelle ça un circuit ovale. Mais tu as des circuits routiers aussi. Question de sous. Est-ce que le sport automobile nourrit son homme, en fait? Le sport automobile nourrit son homme, bien entendu. Puis on prend un modèle économique de quelqu'un de médiatisé. Il fait de la publicité. Publicité, ça rapporte de l'argent. Les droits de télé, tout ce qui va derrière, les placements de produits. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Mais moi, je n'en vis pas, si c'est ça la question. Je vis des conférences et de ce que je donne à côté. En attendant. Tu vis de ton... Voilà. Donc, mais c'est en termes de médias, de retombées, bien sûr. Tu prends 25 pilotes, tu prends un pilote au milieu qui est différent des autres, on va le remarquer plus que les autres. Tu prends Lewis Hamilton au pilote des autres, on remarque tout de suite Lewis Hamilton. Oui, pour le coup. Tu vois. Et en plus, quand tu sais mettre les choses en valeur, que tu t'habilles bien, que tu es un peu fashion, etc., les gens aiment bien ça. Ça donc, passe, quoi. Ça passe, donc ça met en avant. C'est cool. Bon. Parlons d'adrénaline. Oui. De risque. Oui. Comment tu le gères, en fait? Parce que conduire, déjà, c'est assez dangereux pour certains. Hein, donc, tout le monde n'est pas à l'aise pour conduire. Donc, parlons pas de conduire une voiture de course. Comment on peut gérer ça, en fait, ce risque-là? C'est le mental. C'est le mental. Voilà. Tu vois, comme je dis souvent, il ne faut jamais sous-estimer la force d'un homme. D'accord. Ou d'une femme, d'ailleurs, parce que quand tu as le mental... tu peux faire plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais énormément de sport. En général, pour ma prépa physique, je fais 4 heures de sport tous les jours, mais ça depuis que j'ai 19 ans, tu vois. Ça me permet d'être bien, parce que ce soit de la boxe, de la musculation, du cardio et autres. Ça me permet de renforcer mon mental, tu vois. Quand je m'entraîne à la boxe, je m'entraîne avec des potes qui font 2 mètres, qui font du MMA et autres. Ils me bousculent beaucoup. Ça se tape, quoi. Voilà, ça me permet de me brusquer et de renforcer mon mental. Ce qui me permet d'être calme dans la voiture, serein et de ne pas paniquer, tu vois. Parce que ça va tellement vite dans une voiture, il faut savoir que si tu prends la mauvaise décision en millisecondes, tu te plantes. Et si tu as peur aussi de te faire mal, tu n'es pas performant. Souvent, dans le dialecte, on dit « ouais, on débranche notre cerveau ». Mais c'est faux, en fait. On ne débranche pas notre cerveau. C'est qu'on se met en mode compétiteur. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, faut les avoir bien placés pour faire ce qu'on fait, parce qu'on prend des vitesses des fois folles. Quel est ton pic? Le max que tu as atteint? Mon max, 347 km/h. Ça après, donne pas le vertige? Non. Parce que moi, la question que je me pose tout le temps, c'est comment on est dans cet habitacle-là, lancé à... On est confiné. Ça rappelle quelque chose aux gens. C'est le mot à la mode. On est confiné. On est dans une coque de survie à ressauter et tout bien comme il faut. C'est une cage de survie maintenant, une voiture. Comme ça, en fait, la voiture de course est construite autour d'une cage de survie. Donc on est très compacté, le siège est moulé sur nous.
On a un casque, on a un système qui nous empêche d'avoir le coup du lapin. On a une ceinture de sécurité 6 points qui passe ici, qui passe entre les cuisses, qui passe autour comme une ceinture de pantalon, et on ne bouge pas. D'accord ? Ça veut dire que même si la voiture fait 50 millions de tonneaux, tant qu'il n'y a pas un arbre, un truc qui passe dedans, on est bien. C'est pas le coup du lapin. On a juste à se mettre en position de sécurité comme ceci et on est bien. D'accord ? Et moi, c'est mon... Je peux pas te dire, c'est trop bien. Faut le vivre. Faut le vivre, quoi. C'est magique, tu vois. Et comment on revient à la terre ? À la réalité, entre guillemets. Bon, passer d'une voiture de course à une voiture normale, devoir respecter des vitesses, qu'est-ce que ça fait, en fait ? Tu sais, on se dit qu'on doit être exemplaire. D'accord. En fait, c'est comme toujours, quand tu te défoules. Je vais un peu donner un exemple d'un enfant. Tu vas l'engueuler parce qu'il est dans la maison, il court et il a besoin de s'épuiser, tu vois, il a besoin de se défouler. Tu l'emmènes dehors, il se défoule. Après, quand il rentre à la maison, il est calme. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il s'est dépensé dehors. Il s'est dépensé dehors. Ouais. Donc moi, tu vois, je vis ma passion, je fais mon truc. Après, sur la route, je suis calme. D'accord. Et des fois, j'avoue, quand les gens veulent faire les cons, tu les remets en place et tu vois, parce que tu as un peu des gens inconscients. D'accord. La voiture est une arme, il ne faut pas l'oublier. Donc, sur la route, c'est une arme. Donc, faut faire attention. Ouais, c'est un message qu'il faut toujours porter. Hein. C'est excitant une voiture, mais bon, faut rester... Pour calmer les gens, parce qu'ils ne voient pas les crash tests. Je les invite à regarder des crash tests sur YouTube. Et souvent, je leur dis, une voiture, c'est une feuille de tôle qui est plate à la base, qu'on a thermoformée, on a mis des isolants, des sièges et autres, et des airbags. Donc ne pensez pas que vous êtes en sécurité. Tu tapes à 50 km/h un mur avec une voiture, c'est comme si tu avais tapé à 200 quand tu vois l'état de la voiture. Ah ouais. Donc un crash test d'une voiture, c'est entre 30 et 47 et 57 km/h aujourd'hui. Donc il faut se rendre compte que... Et ça calme tout de suite. D'accord. Bon à savoir. Bon à savoir. Ouais. Dans tes moments de détente, qu'est-ce que tu fais donc ? Je sais pas me détendre. Ouais, je sais pas. Je te jure, je me fais engueuler. Je sais pas prendre de vacances, je sais pas me détendre. C'est une grosse connerie. Donc tu es toujours actif ? Ouais, j'arrive pas. Je suis toujours en train de bosser, j'arrive pas, tu vois. Tu l'as dit tout à l'heure, faut débrancher. Oui, mais il faut que je trouve que, du moins, tu sais, il faut être en couple avec la bonne personne qui te permet de, tu vois. J'arrive pas parce que tu sais que chaque moment, ça te permet de travailler pour avancer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je sais pas débrancher. C'est comme une horloge dans ma tête. Je vis, je travaille pour mes objectifs, pour atteindre un objectif. Et quand je l'aurai atteint, là, je pourrais... Être plus serein, en fait. Voilà, là, exactement. Tu as un but, il faut l'atteindre. Et donc, du coup, tu te dis que tant que je n'aurai pas atteint ce but, c'est exactement ça. Je ne m'arrêterai pas. C'est ça. C'est une façon de voir aussi. Hein, donc, du coup, c'est ma philosophie. Ouais, pour le coup. Bon. Faut bosser, quoi. Il faut bosser, c'est ça. Parlons d'Afrique maintenant. Quelle est ta vision d'Afrique aujourd'hui ? Quels sont tes liens quand tu vois l'Afrique, comment elle se développe, comment elle se move, sa jeunesse, son dynamisme, et que malgré tout, qu'il y a encore beaucoup de pauvreté, qu'il y a encore beaucoup de, disons, beaucoup de mauvaises pubs sur l'Afrique et ce qui se passe. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait ? Moi, un petit peu de la rage, parce qu'on a des dirigeants qui sont verrouillés, on le sait, par d'autres pays, on ne va pas les citer. Je me base sur le modèle économique, du moins le modèle politique d'Emmanuel Macron. Je me dis qu'il faudrait ramener des jeunes comme nous. Ça veut dire taper dans la poudrière, virer tout le monde et mettre que des jeunes dynamiques. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais ils sont bien installés les mecs. Hein. Ils sont bien installés, mais je pense que ça va pas tarder avec ce qui se passe en ce moment là, tu vois. Oui, là, il y a un bon... Voilà, il y a un bon move. Il y a un bon move, il y a un bon mouvement. Tu vois ? Les choses commencent à émerger doucement, les consciences commencent à être... Ça. Et tout le monde est au fait du potentiel qu'il y a en Afrique. Il y a un bon move. Il y a un bon move. De toute façon, c'est le peuple qui décide. Qui décide à la fin. Donc, tu vois, il y a un bon move et il faut le suivre, quoi. Les mecs, t'imagines quand même qu'au Cameroun, on a le même président depuis que je suis né ? Oui, quand même. Avant que je sois né, et on a toujours le même président. Je l'adore, hein. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui instaure la stabilité. J'ai toujours été... voilà. Mais au final, tu vois, j'ai envoyé 7 trucs, j'ai jamais eu de réponse. J'étais reçu 11 fois à l'ambassade et au final, il ne s'est rien passé. L'ambassade de France au Cameroun. Donc j'ai arrêté d'y aller. Parce que quand j'y étais, c'était juste pour voir, vous voyez, c'est notre pilote, il est camerounais, là, et il ne se passait rien. Bon, le branding, quoi, qui va pas plus loin que ça. Et j'ai eu l'ancien ministre du Cameroun des Sports,
Il m'a dit que j'étais devenu trop blanc et que j'avais plus d'accent et qu'il pouvait pas m'aider parce qu'il y en avait qui mouraient de faim. Ah ouais, ça c'est là. Elle était bonne celle-là. Donc j'ai écouté et tu vois, tu sais, il faut respecter un protocole. J'ai voulu m'énerver, tu sais, mon côté sanguin. Je me suis dit, Christian, calme-toi, ne dis rien. Oui, allô, oui, ne quittez pas, je vous passe le ministre. Ah, j'attendais cet appel déjà depuis une semaine. Oui, bonjour, oui, c'est bien ce que vous faites, c'est génial et tout. Ouais, ok, franchement, c'est une fierté pour le pays. Oui, moi je m'attendais à ce qu'ils me disent, ok, on va vous envoyer des invitations, vous allez venir. Il me dit, ça fait combien de temps? Ça fait tant que je suis là-bas. Ah, t'as plus d'accent. Je me suis intégré, on dit qu'il faut s'intégrer. Ah oui, mais bon, t'es devenu trop blanc maintenant, on va pas t'aider. En plus, comment tu veux que je te donne de l'argent avec l'accent du pays déjà, alors qu'il y en a même qui meurent de faim? Ok, bon. Passons. Donc c'est une façon de voir. Okay, mais bonne journée, monsieur le ministre. Bien dommage tout de même. Bonne journée, au revoir. Comment tu envisages de retour alors, toi? Est-ce qu'un jour, tu te vois retourner en Afrique, t'installer, développer quelque chose? Oui. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Si je fais tout ça, c'est pour, après carrière, y aller et développer le pays. Ouais. Mais pour ça, il y a besoin de force politique. Tu peux pas réussir sans force politique au pays, tu vois ce que je veux dire? Si le président Paul Biya ne sait pas que j'existe, parce qu'il ne sait pas que j'existe, ça ne peut pas avancer, tu vois. Côté développement automobile et écologique, je peux m'en occuper. Il y a de quoi faire. J'ai fait mes écoles en Europe, donc ça serait logique, tu vois, une suite logique des choses. Mais je ne vais pas aller là-bas, tu sais comment c'est. Tu vas te battre contre Goliath et tu ne vas jamais y arriver. Donc c'est pas la peine. D'accord. On n'est pas loin de la fin. Mm-hmm. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec moi sur ce podcast. Merci de m'avoir invité. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux petits jeunes qui sont en Afrique, qui sont dans ton village, par exemple, et qui ont envie de connaître une carrière de pilote ou une autre carrière, hein, donc réussir tout simplement dans la vie, aller au bout de leurs rêves? Il y a 2-3 choses que je dis toujours. Première chose, pas d'excuses. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as grandi dans une cité ou autre que tu dois rester passer tes journées dans cette cité. Bouge dans Paris, va rencontrer des gens, prends-toi un verre, habille-toi bien, mets une chemise. C'est ce que moi j'ai fait. Va t'asseoir quelque part, rencontre des gens, va sur Internet aujourd'hui, inscris-toi sur l'application de Paris, tu reçois des événements, tu vas rencontrer des gens, même en Afrique, hein, tu vas rencontrer des gens, tu vas participer à des forums. Ton réseau. Construis ton réseau, exactement, tu participes à des choses, etc., etc. Ça te permet de rencontrer du monde. Tu peux peut-être commencer, tu vois, on voit des fois des gens qui commencent plongeurs et qui finissent chef de rang. Tu vois ce que je veux dire? Ou tout simplement proprio du resto. Ou proprio du resto, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas en restant dans le même environnement qu'on réussit, c'est la base, de chez base. Et puis deuxième chose, c'est ne pas être entouré de gens négatifs, ni de gens... Moi, j'ai appris avec le temps, tous les gens négatifs qui critiquent, qui balancent des pics et autres, je m'en détache. Moi, je suis quelqu'un de radical, tu vois. Tu me critiques une fois, c'est merci, au revoir. Je suis comme ça. Moi, je pense qu'il faut pousser les gens. T'as besoin de boost. Voilà, moi, j'ai besoin de gens qui me rendent plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui me poussent. Parce qu'à mon tour, j'aimerais plus tard aider les autres. Ouais, voilà, c'est un but. Voilà. Donc maintenant, tous les gens négatifs, la moindre réflexion, le moindre truc, c'est merci, au revoir. Je suis comme ça maintenant. Tu vois, je discute même pas. Quelqu'un commence, hop, merci, au revoir. C'est tout. ADR. C'est ça. Il faut pas écouter les critiques, le machin, parce que souvent les gens ont peur aussi pour toi, mais ils s'y prennent mal, tu vois. Les parents, des fois, tu vois, ils ont peur, ils s'y prennent très mal. Tu as vu qu'en Afrique, à l'époque, on disait, oui, pour réussir, il faut être en costard et cravate. On a délaissé l'agriculture et les champs et... Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai dit que je voulais faire du sport auto à mon père, quand je suis arrivé en France, il m'a mis à la rue. Donc j'ai dû me démerder tout seul. Ça faisait 3 ans que j'étais en France. Je me suis retrouvé à la rue, je connaissais personne et autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense aussi que ça, c'est un sacré débat qu'il faut poser dans les pays d'Afrique ou dans la communauté, tout simplement, parce que c'est pas que les bureaux qui font des gens qui ont réussi, en fait. C'est ça. Ou alors, tu es sportif, tu gagnes beaucoup d'argent, ça passe. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut balayer tout ça. Ça veut dire tous les ministères, tous les gouvernements, machin, on vire tout le monde, on met que des jeunes. Tu vois, entre 25 et 50 ans, voilà. Et puis, voilà. En tout cas, il faut un nouveau projet pour l'Afrique, il faut de nouvelles têtes, tout simplement. Donc, voilà. Oui, exactement, tu as tout compris. Tu as envie de remercier qui? Ta gratitude, en fait. C'est ma dernière question en général pour ce podcast. Franchement, ma mère.
Parce que si j'ai ce mental, je dis souvent, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent, si quelqu'un rentre dans ma tête, il va se suicider. Parce que je suis passé par des événements, des trucs, depuis que je suis ici. On ne comprend pas, mes amis ne comprennent pas comment je fais pour tenir. Mais c'est grâce à la vie que j'ai eue jusqu'à mon âge de 14-15 ans avant de venir. Et après, c'est elle qui m'a forgé comme ça. Parce qu'elle m'avait préparé mentalement, tu vois. Et t'as préparé que ce serait pas... À ce que ce soit pas facile, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Depuis toujours. Elle me parlait beaucoup. J'étais un peu l'homme de la maison aussi, donc tu vois. Donc, merci à elle. Merci à elle. Voilà. Et merci à toi de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer. C'est important aussi. C'est cool. En tout cas, c'était bien de t'avoir et d'avoir ta sincérité, ton humilité. Reviendrai si je suis invité, il n'y a pas de souci. Hein. Bah, tu peux compter sur moi. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast avec Christian. Il reviendra tout simplement. Merci aux auditeurs. Hein. Puis voilà, on lui souhaite bonne chance et un jour, on espère le voir sur les circuits de Formule 1. Trop tard pour moi, voilà, mais bon l'endurance, le Mans, les 24 heures du Mans, l'endurance. Voilà, on croise les doigts. On croise les doigts pour que ça se fasse. Merci à tous et à la prochaine. Merci, à bientôt, au revoir. Bye bye. Bye.